cinquantaine de maisons ont été démolies sur la route de Grand Bassam. Le PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, a publié son rapport 2019-2020. Dans cette édition, nous nous pencherons sur les réactions de la population et de la tutelle. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Tristesse, consternation, ce sont les sentiments qui animent les habitants de la cité Akissi-Delta, un quartier entre Port-Boué et Bingerville et Grand Bassam. Ce site serait d'utilité publique. Nous Sangaré et Bintou Pekele nous donnent plus d'explications. Anani, cité Akissi-Delta, quartier situé sur l'axe Port-Boué-Grand Bassam. Difficile pour Liliane de contenir ses larmes. 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres, tous les jours en nouvelle. Leur maison, fruit de plusieurs années de travail, emportée par des bulldozers. Moi, j'étais en formation à l'hôpital général de Port-Boué. Bon, on était là-bas, on nous a appelés pour dire qu'ils sont en train de casser les maisons à Akissi-Delta ici. Tous les crédits, on a pris pour venir construire une maison, pour avoir un jour chez nous, pour venir rester là. Voilà, tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, là, vers qui nous allons nous tourner? Vers qui? Donc, casser la maison, on n'a plus d'argent même pour dire, même d'abord pour rembourser, même d'abord les crédits que nous avons pris. Et tous nos espoirs sont tombés à l'eau. Sur les gravats de sa maison, à la recherche d'un hypothétique bien, Jean Roch, journaliste dans un quotidien de la place, a tout perdu. Sa maison acquise en 2009 en qualité de meilleur journaliste du pays est aujourd'hui complètement détruite. C'est sur ce site qu'on m'a remis officiellement les clés de la maison en 2011 et j'ai réhabilité jusqu'en 2015 et depuis 2015 je vis ici avec ma petite famille. Et vous voyez les effets qui sont là. Ce matin, c'est tout ce qu'on a pu sortir de la maison. La famille est là, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir cette nuit et les autres nuits. Ce que j'ai mis dans cette maison qui est aujourd'hui en ruine, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas. Toutes mes économies sont rentrées dedans. Et aujourd'hui, voilà, la famille est là, nous sommes à la rue. On ne sait pas vers qui maintenant il faut se tourner. Tristesse, amertume, les habitants de cette cité située à quelques encablures de l'autoroute menant à Grand Bassam ont du mal à contenir leur colère. On ne s'est pas levé comme ça, vient payer terrain et puis chacun construit. Non. Nous-mêmes, c'est Nancy Mobesso, nous proposons au travail, à la direction. On a levé notre argent, on a pris 10 millions, on a payé. On ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils cassent. Il y a les maisons, on dit que c'est les vieux quartiers, on doit casser. Mais ça, c'est un nouveau quartier. On ne peut pas mettre l'argent dans les terrains et puis on construit, on joue au lendemain et puis on vient, on casse. Les pauvres doivent plus vivre dans ces pays, on vient quoi? On va partir où? Il y a combien de familles comme ça? On va où? On nous a conseillé de prendre un avocat, on s'est constitué en groupe. On a pris un avocat qui a fait suivre son cours. Il n'y a pas encore de décision finale. Notifié et à notre grande surprise, on vient casser sans dédommagement, mais c'est un peu difficile. Depuis 2014, les abords de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam sur une largeur de 100 mètres sont déclarés d'utilité publique. Un décret pris en Conseil des ministres selon le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce sont au total une cinquantaine de maisons qui ont été démolies par les équipes du dit ministère, mettant ainsi plusieurs familles à la rue. Parlons éducation. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène PASEC vise à informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs afin d'aider à l'élaboration et au suivi des politiques éducatives. Il a récemment rendu public son rapport 2019-2020. Voyons les réactions de la population et de la tutelle avec Bintou Pekele. Le rapport 2019-2020 du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, long de 400 pages, est connu depuis quelques jours. Selon certaines interprétations, la Côte d'Ivoire occupe l'avant-dernière place dans le classement des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Une nouvelle qui fait réagir le PASEC national. Selon son responsable, le rapport PASEC présenté à la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie Confémène ne mentionne pas de classement. Contrairement à ce qui est dit, le rapport international PASEC ne fait pas mention de classement. C'est la façon d'exploiter le document qui est tendancieux, il faut le dire, parce que quand on regarde la moyenne, quand on regarde
les scores que nous obtenons, on ne peut pas tenir le discours continu. Dans cette étude, 2 dimensions ont été évaluées, la performance des élèves et le niveau des enseignants. Si on prend la performance des élèves, 2 niveaux ont été évalués en début de scolarité, la 2e année, c'est-à-dire le CP2 ici, et en fin de scolarité. La Côte d'Ivoire est à sa 3e participation au PASSEC depuis 2009. Désiré Kofi assure que le pays a plutôt évolué ces dernières années. En 2009, notre score était de 330 en lecture. En 2014, nous avons fait quelques progrès, mais nous étions encore en deçà de la moyenne, 480 en lecture. Et en 2019, nous sommes à 520. En mathématiques, nous sommes passés de 30% en 2014 à 70% en 2019. Donc, c'est un progrès substantiel qui est de 500 sur 1000. Et la Côte d'Ivoire a obtenu 505. On peut le vérifier dans le rapport PASSEC. Pour ce qui est du niveau des enseignants, l'évaluation a montré que l'échantillon des enseignants que nous avons évalué a un très bon niveau. Et je crois qu'il est important de le souligner, de le mentionner, parce que nous avons progressé. Des explications soutenues par le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je me réjouis d'abord de l'intérêt que les uns et les autres accordent à notre système. Il se trouve que dans la sous-région, dans l'espace francophone de PASSEC, la Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. C'est le pays où on assiste à un recrutement massif d'enseignants. C'est le pays où on a le plus gros niveau d'investissement en termes de construction, en termes d'équipement de nos écoles. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère fait sa part. Mais là où nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, ma foi, souvent laisse à désirer. Il faut absolument que les parents veillent à l'encadrement, au suivi du travail de leurs enfants à la maison. Créé en 1991, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène PASSEC vise à informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs afin d'aider à l'élaboration et au suivi des politiques éducatives. En 2 décennies, il a mené 35 évaluations nationales dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Et sachez que Mardi Gras a été célébré ce mardi 9 février, notamment ici en Côte d'Ivoire. Mardi Gras est une fête d'origine chrétienne qui symbolise la fin de la semaine grasse, c'est-à-dire la semaine où l'on fait la fête juste avant le carême, période où l'on jeûne. Mardi Gras est l'apothéose de la semaine de fête et change de date tous les ans. Mardi Gras est calculé en fonction de Pâques et doit avoir lieu 47 jours avant cette célébration. Mardi Gras est également lié au carnaval qui au départ venait de carne levare en latin qui signifie retirer la chair, ne plus manger de viande durant une période. Elle précède donc le carême chrétien. Et selon la tradition, les enfants vont demander du sucre, des œufs, de la farine et du lait aux voisins pour préparer des crêpes qui sont dégustées dans l'après-midi. On dit que celui qui réussit à faire sauter les crêpes avec un louis d'or dans la main le jour de Mardi Gras sans la faire tomber dans la crêpière s'assure d'être à l'abri des problèmes financiers durant toute l'année. L'ONG Humanity First Côte d'Ivoire soulage les populations. Ses membres ont sillonné plusieurs villes du pays pour offrir des soins et des médicaments aux personnes démunies. À cette occasion, des femmes ont reçu des broyeuses afin qu'elles soient à même de développer leurs activités génératrices de revenus. Clément Bocou. Plus de 5 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités caritatives. Ainsi, ce sont les habitants des localités d'Ono à Bonoa et de Ourou-Banka à Katiola qui ont bénéficié d'aide médicale de la part de l'ONG Humanity First. Ce sont environ 1000 enfants,
femmes et hommes qui ont bénéficié de consultations, de traitements gratuits contre toute forme de pathologie. Pour connaître Nous sommes bien SG de l'ONG Humanity First, leur ONG lutte pour le bien-être des populations tout en leur assurant la santé, mais aussi lutter contre la pauvreté. L'ONG Humanity First est une ONG caritative. Nous sommes ce matin ici en collaboration avec la mutuelle de la localité. Donc ils nous ont sollicité. Donc c'est un camp médical, les médicaments, les diagnostics des médecins, tout se fait gratuitement. Heureux des actions menées par cette organisation non gouvernementale, autorités administratives, personnels de santé et population expriment leur gratitude à l'ONG Humanity First. Merci pour ce geste, parce que moi-même je ne me sentais pas bien, je devais aller à l'hôpital. Et puis voilà une occasion. Vraiment, je voulais dire merci à cette ONG qui est venue nous soutenir. Nous soutenons cette activité parce qu'elle vient soulager les souffrances de nos parents qui en ont besoin et souvent pour des problèmes de moyens. Même quand ils sont malades, ils sont obligés de rester chez eux. Et avec l'ONG, on a des médicaments, la prise en charge est gratuite de manière totale. Donc c'est salutaire. Une collecte de 50 poches de sang a été organisée dans la ville de Bouaké et par cette occasion de lutte contre la pauvreté, l'ONG Humanity First a fait don d'une broyeuse et d'une décortiqueuse aux femmes de Djedje Djigbepa, sous-préfecture de Dayepa, dans le département de Gagnoa. Une note de tristesse dans cette édition. L'ancien président de la Cour suprême n'est plus. Tia Kone a tiré sa révérence ce mardi 9 février 2021. L'information a été confirmée par un de ses proches. Tia Kone a été président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire du 12 juillet 2000 au 13 avril 2011. Ailleurs, le chef d'un des groupes criminels responsables de l'enlèvement de plus de 300 garçons en décembre dernier dans le nord-ouest du Nigeria s'est rendu aux autorités avec 6 membres de son groupe armé en échange d'un accord d'amnistie. Le 11 décembre 2020, Awaloum Daoudawa et des dizaines d'hommes armés avaient kidnappé au moins 344 garçons dans un pensionnat de la ville de Kankara, dans l'état voisin de Katsina. Les enfants avaient été libérés après une semaine de captivité à la suite de négociations entre ces gangs et les gouvernements de Katsina et Zamfara. Loin du Nigeria, 15 partis d'opposition ont désigné aujourd'hui un candidat unique à l'élection présidentielle du 11 avril au Tchad face au président sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et investi par son parti pour briguer un 6e mandat. Théophile Bebzoun Bongoro, âgé de 55 ans, a été choisi par les chefs des 15 mouvements à la surprise générale par 9 voix contre 5 pour le favori et opposant le plus connu au président Déby Itno, Saleh Kebzabo. Plusieurs responsables de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et du système COVAX ont mis en garde contre un excès de pessimisme envers le vaccin contre la COVID-19. Il s'agit du vaccin d'AstraZeneca, car il s'agit avant tout de limiter les hospitalisations et de sauver des vies. Georgette Ido, Ami Koulibaly. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre un excès de pessimisme envers le vaccin d'AstraZeneca. Ces dernières semaines, l'efficacité du vaccin a été mise en cause pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Il est très tôt pour rejeter ce vaccin. Il s'agit d'un élément très important de la réponse mondiale à la pandémie actuelle. Nous devons certes trouver de meilleurs vaccins, probablement contre les variants qui apparaissent, mais nous avons encore beaucoup d'informations à rassembler. La tâche première des vaccins actuels est de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès. Et à l'heure actuelle, les données sur tous les vaccins dans toutes les situations montrent qu'ils y parviennent. Il se peut que nous ayons aussi besoin de meilleurs vaccins pour faire plus que simplement arrêter les décès et les hospitalisations, mais pour l'instant, nous avons les outils pour arrêter les deux à la fois par un contrôle adéquat de la maladie au niveau communautaire et par l'utilisation des vaccins pour protéger les plus vulnérables et nos travailleurs de la santé qui sont en première ligne. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.